Bonjour à tous, bienvenue au Forum économique breton, nouvelle édition, la 4e, et on est en 2023, toujours avec Grégoire Chauvière-Le Drian. Bonjour. Bonjour Vous Florian. êtes un habitué du FEB, vous êtes là à chaque édition, donc ça nous fait plaisir, sachez-le. Alors vous êtes responsable du bureau du groupe BEI France. Et on va aborder un sujet extrêmement important aujourd'hui, extrêmement intéressant en plus. On va parler d'Europe. Vous êtes le premier, je crois, à nous parler d'Europe. Et l'Europe face au défi de la transition énergétique. Ça pourrait être une question en histoire géo ou en philo. Quel est le rôle global de la BEI pour ceux qui ne vous connaissent pas et le rôle de la BEI un peu plus en Bretagne également? On parle d'Europe et je pense que c'est important et merci de me donner l'occasion dans une conférence qui se veut au départ régionale et d'ailleurs qui a beaucoup progressé depuis 4 ans et je tiens à le souligner qu'aujourd'hui a une envergure nationale et peut-être demain une envergure internationale. Merci. Et l'Europe est un pilier important. Hier soir d'ailleurs on a pu évoquer la puissance géopolitique européenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès le traité de Rome en 1957, les États membres de l'Union européenne ont choisi, à côté du projet politique, qui est une singularité passionnante et intéressante et qui nous donne notre poids, les États membres se sont dotés d'un outil financier. Et cet outil, c'est quoi? C'est une banque qui a un objectif de développer l'Union européenne, de favoriser la convergence des économies européennes et d'investir dans des projets, on va dire, à impact ou qui représentent un objectif pour cette construction européenne. Et la particularité, la singularité de cette banque, je dirais qu'il y a 2 éléments importants à souligner. Le premier, c'est qu'on ne cherche pas à faire du profit. Et ça fait quand même une spécificité pour une banque. Notre objectif n'est pas de maximiser notre rentabilité. On cherche à ne pas perdre d'argent, mais on cherche surtout à remplir des objectifs de priorité de politique publique européenne. Et le deuxième, c'est que ça coûte rien aux contribuables, dans le sens où on n'est pas là en train de distribuer de l'argent du contribuable, du budget européen. On investit avec un objectif de retour, c'est-à-dire qu'on cherche quand même à récupérer l'argent qu'on a investi, mais ça se fait de manière soutenable. On lève de l'argent sur les marchés financiers et on prête cet argent. Et l'avantage du modèle, c'est que comme on est 27, comme on a une forme de mutualisation, on a parlé de la mutualisation de la dette qui a été définie en 2020, mais dès 57, en fait, on mutualisait nos forces pour pouvoir lever pas cher et reprêter pas cher. Et ça, c'est notre objectif. Et on s'oriente dans le long terme, c'est-à-dire qu'on prête sur du long terme pour accompagner les projets structurants qui sont portés par les régions, qui sont portés par les entreprises ou avec des intermédiaires et qui structurent aujourd'hui nos économies et en particulier en Bretagne. Alors ça fait plusieurs années que vous travaillez à la BEI. Qu'est-ce qui a changé depuis 1 an et demi? Il y a eu beaucoup d'évolutions, hein. Je ne compte plus les années, maintenant ça fait j'ai dépassé la décennie. Il y a eu, il y a quelques années, le plan Juncker. Il y a eu une décision importante en 2019, consécutive à cette impulsion populaire de dire que l'Europe était là pour défendre un actif, pour défendre un bien public mondial qui est le climat. Et l'Europe a une longueur d'avance par rapport au reste du monde et doit la conserver parce qu'on est à l'initiative d'une certaine dynamique, d'une norme qu'on essaye de mettre en place et aussi de protéger nos entreprises qui aujourd'hui sont en train de se transformer et de se conformer à cette norme. En 2019, on a souhaité que la BEI, ce bras financier de l'Union européenne, devienne la Banque européenne du climat. Et parfois, on prête aux grandes institutions de grandes annonces et pas d'application. Et pour autant, on avait pris des engagements, à certains horizons 2021, d'autres en particulier à horizon 2025, qui étaient de doubler nos engagements financiers en faveur de projets à impact positif sur le climat. Ce qui a changé depuis 1 an et demi, c'est-à-dire depuis notamment le 24 février 2022, l'invasion de la Russie en Ukraine, c'est qu'il y a eu une prise de conscience collective qu'il fallait accélérer, qu'il ne fallait pas attendre 2025 pour avoir une indépendance énergétique. On a développé, on parlait de lutte contre le changement climatique, la sémantique a changé, puisqu'aujourd'hui, on va parler de souveraineté énergétique, de souveraineté industrielle. Et quoi de plus important aujourd'hui qu'avoir un outil financier pour permettre cette transition et pour permettre à l'Europe de se doter d'une capacité de production énergétique propre et d'une capacité industrielle, d'une capacité sanitaire, d'une capacité alimentaire autonome au sein de l'Union européenne. Alors c'est un chantier énorme, je ne sais pas si on était prêt, mais vous êtes là pour répondre. Vous travaillez pour l'Union européenne. Est-ce que l'Europe a les moyens de ses ambitions? On en a parlé un petit peu hier. L'Europe, elle peut être perçue comme lente à la transformation, administrative, bureaucratique. On nous prête à peu près tous les arguments. Néanmoins, il y a eu des évolutions très fortes au cours des dernières années. Face à la crise Covid, il y a eu une réaction exemplaire en termes de
temps et de durée de l'Union européenne. La crise de 2008, il faut attendre 2012 pour avoir le mécanisme européen de stabilité. Il y a la crise des subprimes. La crise des subprimes, la crise économique qui se traduit à la crise financière qui se traduit à la sphère économique. On attend presque 4 ans pour avoir une réaction et pour avoir un mécanisme de firewall, de pare-feu en cas d'attaque systémique asymétrique spéculative sur les taux d'intérêt des différents États. Il faut attendre 7 ans, quasiment 2014-2015, pour avoir un plan de relance par l'investissement. Là, vous avez une crise sanitaire qui débute en février-mars 2020. Dès le mois d'avril, mars-avril, la BEI prend des dispositions pour éviter l'arrêt du marché interbancaire, c'est-à-dire le credit crunch, et favoriser le fait que les banques continuent à prêter aux entreprises pour que l'économie ne s'arrête pas. Et dès le mois de juillet 2020, vous avez une décision de l'Union européenne pour favoriser une dette commune au niveau des États, pas forcément au niveau des projets, là c'est de la mutualisation de la dette pour financer les budgets des États et pour financer des programmes de relance. Là, vous avez un laps de temps de quelques semaines, voire de quelques mois, qu'on ne connaissait pas au sein de l'Union européenne. Chaque décision, on disait, doit prendre des années. Donc, peut-être qu'on nous prête un certain nombre de défauts, de déficits. Néanmoins, face à des crises, on a su réagir très vite. Et face à la crise du 24 février 2022 et de l'invasion russe, il a fallu attendre 2 jours, 3 jours pour avoir une décision majeure dans le secteur de la défense et favoriser le financement d'armes létales pour l'Ukraine. Et ensuite, vous avez eu l'agenda de Versailles qui a défini un certain nombre de secteurs stratégiques dans lesquels l'Union européenne souhaite et devait investir. On a une trajectoire qui est la lutte contre le changement climatique, qui reste la nôtre, c'est important. Mais depuis, on a eu d'autres priorités qui ont été assignées par l'Union européenne et par les États membres dans le cadre de programmes et qui nous donnent des moyens supplémentaires. Je pense à REPowerEU, qui nous donne aujourd'hui une capacité d'investissement supplémentaire, en particulier pour doter l'Union européenne d'une autonomie énergétique. Alors oui, et pour rappel, en 2008, avec la crise des subprimes, les États-Unis, eux, n'ont pas attendu des années avant de réagir. Mais bon, on n'a pas le même modèle non plus. Et les mêmes ambitions, sous-entendu, on a quand même un peu plus d'ambition en Europe. Comment on fait pour... alors, vous avez énoncé beaucoup de sujets. Comment on fait pour respecter la neutralité carbone? Il y a peut-être même bientôt une autre crise qui vient de l'immobilier en Chine. Donc, c'est pas fini, j'ai envie de dire. Alors, malheureusement, je dirais, nous, on a un rôle contracyclique. Plus les crises s'amoncellent, se produisent, plus on demande à l'acteur public d'intervenir. On a eu une crise financière, on a eu une crise sécuritaire, une crise migratoire, et vous avez une crise sécuritaire avec la guerre aujourd'hui, et en transversal, vous avez une crise écologique. La BEI n'arrivera pas toute seule, c'est évident. On a un rôle d'initiation, on a un rôle d'incitation, un rôle d'accompagnement, mais nous devons avec nous embarquer les autres acteurs financiers. Lorsqu'en 2019, nous prenons une décision d'exclure de notre portefeuille d'investissement les projets qui mobilisent des énergies fossiles. La BEI est alors le premier acteur financier à prendre une telle décision. On a été très rapidement suivi par d'autres acteurs, privés comme publics. Donc il y a eu un effet d'entraînement. On a pris une autre décision importante qui est qu'aucun des projets que l'on finance ne peut avoir d'impact négatif sur le climat. Ce qui veut dire qu'au pire, un projet financé par la BEI aura une neutralité carbone. Donc on peut garantir ainsi que l'ensemble de notre portefeuille d'investissement, l'ensemble des projets que l'on a financés, que l'on a soutenus, n'auront pas d'impact négatif sur le climat. Et ça, c'est une trajectoire et c'est une ambition que porte l'Union européenne. Avec 2 dates butoirs impératives que l'on s'est données, qui est une réduction de 55% de nos émissions à horizon 2030 et une neutralité carbone à horizon 2050. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On demande à nos contreparties, nos partenaires, nos clients, ceux à qui on prête de l'argent, de se conformer à cette trajectoire. Et dans ce sens, on a un rôle presque prescripteur, ou en tout cas d'incitation. On dit, vous souhaitez bénéficier de financement de la BEI, c'est très bien. Vous voulez bénéficier d'un prêt vert, d'un prêt green, mais on vous demande, vous, entreprise privée, vous, acteurs financiers, de garantir que vous vous orientez dans cette trajectoire. Et comme ça, on embarque l'ensemble de la société pour qu'on respecte ce Fit for 55, c'est-à-dire la réduction de 55% à horizon 2030 de l'ensemble de nos émissions.
Il y aura des embûches, il y aura des défis, il y aura des contextes géopolitiques qui vont contrecarrer cette ambition. Néanmoins, on fait tout pour la respecter. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a accéléré, dans le contexte actuel, l'ambition qu'on portait pour 2025, de doubler de nos engagements financiers en faveur de projets à impact positif. On l'a atteint dès 2022 sur l'ensemble de l'Europe. Et en France, depuis même 2020, on est bien au-delà, puisque maintenant, nous consacrons près de 70% de nos engagements en France, à peu près 10 milliards d'euros de financement sur le territoire français, à des projets à impact positif sur le climat. On a entendu, c'est clair que vous avez un rôle de conseil, voire même de vigie. Est-ce que vous êtes suivi par tous les acteurs? Parce qu'on sait qu'il y a encore beaucoup de banques françaises qui ont plein d'actifs pétroliers. On ne va pas les citer, ce n'est pas le but. Mais alors, vous êtes un peu en avance. Est-ce que vous êtes suivi avec la même énergie? Le terme suivi a une double connotation. On est suivi d'un premier élément dans le sens où on est observé et vérifié par l'ensemble des acteurs externes. Tout d'abord, notre gouvernance, puisque nous sommes dirigés par les 27 ministres des Finances qui sont nos gouverneurs et un conseil d'administration qui représente les différents États et qui vérifie que notre stratégie, elle se matérialise concrètement dans l'ensemble des territoires. Et on accompagne d'autant plus les territoires qui sont en retard, c'est-à-dire que c'est ce que nous avons souhaité, c'est le mécanisme de juste transition. On est conscient qu'il y a des pays qui ont un mix énergétique qui n'est pas aussi avancé que celui de la France, et dans ces pays-là, notamment la Pologne, il est important d'investir plus pour favoriser ce saut quantique, pour améliorer et accélérer cette transformation. Donc on est suivi dans le sens où on vérifie ce que l'on fait. On est suivi aussi dans le sens où on a une capacité d'entraînement. Je disais tout à l'heure, avec les acteurs privés qui bénéficient de financement de la BEI, on demande un engagement, c'est l'engagement des contreparties qui a été défini dans le cadre de Glasgow lors de la COP précédente. Et on a un effet d'entraînement. On le voit auprès d'acteurs financiers, des acteurs bancaires qui bénéficient de financement de la BEI, mais même sans bénéficier de financement de la BEI, qui conçoivent bien maintenant que pour garantir la soutenabilité à long terme de nos économies, pour garantir la résilience des entreprises dans lesquelles elles investissent et dans lesquelles nous investissons, il faut s'assurer que ces entreprises aujourd'hui, elles respectent un certain nombre de critères qu'on appelle l'ESG, principalement environnemental, social et de gouvernance, mais quelque part qui garantissent une rentabilité qui dépasse la rentabilité financière. Et je pense que c'est important. Aujourd'hui, on a un nouveau paradigme qui nous fait sortir un petit peu d'une analyse purement financière de ce que c'est la valeur ajoutée d'une entreprise dans la société. Et on sort aujourd'hui de cette analyse purement chiffrée pour avoir une analyse beaucoup plus qualitative pour favoriser des éléments extra-financiers qu'on cherche à quantifier, mais au-delà de ça, pour montrer que les entreprises, les projets dans lesquels on investit ont un impact sur les territoires. Pour terminer, quelles sont vos perspectives à court et à moyen terme? Bonne question. J'ai suivi naturellement ce matin la conférence sur l'inflation et la croissance. On est dans une période perturbée. Elle est perturbée à plus d'un titre parce qu'il y a une remise en cause de notre gouvernance, je dirais, de nos démocraties et de notre gouvernance mondiale. Il y a une remise en cause de l'illusion dans laquelle on a été bercé, et moi le premier dans mes études, sur cette économie pure et parfaite en marché ouvert. On serait dans une mondialisation heureuse et dans laquelle chacun a intérêt à utiliser les avantages ricardiens pour pouvoir développer sa propre technologie. Non. Les frontières se sont fermées, et en particulier les frontières économiques. Et il y a un nouveau terme que j'ai utilisé déjà dans l'entretien tout à l'heure, qui est réapparu, ou en tout cas qui est apparu de manière positive dans notre discours, dans notre sémantique, c'est le terme de souveraineté. Il y a encore 2 ans, nous ne parlions pas de souveraineté. C'était clairement un gros mot. C'était un gros mot où on prêtait ce mot à des partis extrêmes, qui s'en servaient pour, derrière, penser protectionnisme, penser nationalisme. Aujourd'hui, parler de souveraineté, ça devient une nécessité. Et on intègre, on souligne derrière ce thème l'idée de l'autonomie, voire de l'indépendance, mais l'indépendance énergétique, on aura du mal à l'avoir en Europe. Mais l'autonomie énergétique, en diversifiant ses ressources énergétiques, l'autonomie industrielle, l'autonomie même dans la gestion de la donnée, c'est un ensemble de nouvelles thématiques que l'on se dote, que l'on affirme, et qui aujourd'hui vont définir aussi nos investissements. Quand on décide de soutenir OVH, c'est pour avoir un cloud européen. Quand on décide de soutenir les déploiements des fermes éoliennes sur l'ensemble du territoire européen, les énergies renouvelables sur le territoire européen, c'est pour se garantir une ressource énergétique renouvelable européenne.
Demain, lorsqu'on réinvestira sur le nucléaire, c'est aussi pour avoir une énergie décarbonée qui soit européenne et qui ne soit pas importée. Et c'est l'ensemble de ces cycles, hein, et on le fait en particulier sur les microélectroniques, c'est sur des montants très importants, Nicolas Dufourcq le soulignait hier, les gigafactories aujourd'hui, il y a besoin de finances publiques nationales, européennes, pour pouvoir se doter au niveau européen des éléments qui vont garantir cette souveraineté, cette autonomie, qui est devenue nécessaire dans une mondialisation qui n'est plus en marché ouvert et qui n'est plus dans un équilibre pur et parfait. Merci beaucoup, c'était passionnant. On a abordé de nombreux thèmes, Europe, finance, économie. Je rappelle, Grégoire Chauvière-Le Drian, que vous êtes responsable du bureau du groupe BEI France, Banque Européenne d'Investissement. Restez avec nous en direct avec des nouvelles émissions. Merci.